C'est étonnant. Hein. J'adore. Bah oui, vous le voyez pas, vous, chers internautes, mais il y a une espèce de moumoute là, comment on peut appeler ça, une bonnette, Une énorme moumoute. une énorme bonnette avec des cheveux d'adolescent qui va pas souvent chez le coiffeur. Salut les randonneurs, je suis avec Isabelle. Salut Isabelle. Salut David. Alors tu n'as pas de ski au pied? Non. Bah non, parce qu'au départ on s'était dit qu'on ferait une interview à ski, mais rendez-vous dans les Pyrénées l'hiver prochain. Bah, écoute, Voilà. je prends l'invitation. Voilà, tu prends l'invitation si tu veux bien. Où sommes-nous Isabelle? Alors là ici, on est à Nueil-les-Aubiers. Dans l'ouest de la France, Ah tu savais? dans les Deux-Sèvres. Département, On est pas loin de chez toi. Département 79. Mais Ouais. moi je suis bien partout chez moi en fait. Ouais c'est vrai. Finalement j'habite partout. En tout cas ici, c'est un domaine privé. Ouais. Ouais. On est au sein d'une entreprise, d'un laboratoire. Et dans la nature, ça s'appelle Science et Nature. Science et Nature, une entreprise qui a 50 ans, 51 ans maintenant. 51 ans maintenant, Ouais, c'est ça. exactement. 72. Et qui fait quoi? Fais-nous le pitch, parce que toi c'est ton boulot, le développement du business de l'entreprise. Développement commercial, alors Développement commercial. pas de toute l'entreprise, puisque moi je m'occupe notamment d'une de nos marques, la marque Body Nature. Ce sont des produits d'entretien ménager, de cosmétiques, de bien-être, qui sont créés pour la plupart, en tout cas on essaye de plus en plus, à partir des plantes qui sont cultivées ici sur le domaine. D'ailleurs tu vas voir, je vais t'emmener à côté de nos anciennes vignes. Ouais. On a des ruches aussi, enfin voilà. Et en fait, c'est une belle histoire familiale de transmission, puisqu'aujourd'hui, ce sont deux co-dirigeants, Antoine et Olivier, les enfants, qui ont repris l'entreprise et qui me permettent aujourd'hui de développer cette belle marque que nous ne diffusons avec notre réseau de vente qu'à domicile. À domicile uniquement. Ouais. Et un mot sur l'intérêt de la vente à domicile peut-être? Alors l'intérêt de la vente à domicile, avant tout, c'est le lien humain. Tu peux acheter un produit avec un vrai conseil de quelqu'un tout simplement qui a décidé de te transmettre sa propre passion. Quelqu'un passionné déjà par ses produits, qui l'utilise lui-même et qui va avoir envie de te démontrer ça directement chez toi. Donc il y a un capital confiance supplémentaire. Ah bah, Oh bah dis donc, il y a des pièges. reste avec nous. C'est nature, hein. D'ailleurs, C'est t'as pas nature. mis tes godasses de rando. Non, j'ai pas mis mes pompes de rando, c'est pas normal. On sort du boulot en fait pour tout vous dire, Ouais. chers amis qui nous suivez. Et on construit une belle émission pour parler de votre aventure que tu viens de nous décrire. Ouais. Avec des conseillères de vente. Je dis conseillères parce que c'est beaucoup de femmes. Il y a peut-être quelques hommes Il y a aussi. beaucoup de femmes, mais pas que. Ouais, Mais et pas pas que. Ça va mieux maintenant? Écoute, ça Maintenant va que tu même, as changé de vie. Ça va même bien. Ouais, ça va même bien maintenant. Je dis ça parce que tu as vécu, alors, ce qu'on pourrait qualifier de burn-out. Mais toi, tu n'es pas trop d'accord avec ce terme. Ah, je suis même pas du tout d'accord avec ce terme. Ok. Tu as vécu quoi alors? En plus, je vais même te dire, parce que là, je suis en train de célébrer un anniversaire. Tu feras gaffe, il y a un arbre derrière toi. C'est gentil. C'est la seule émission où les invités prennent soin de leurs intervieweurs. Bah ouais, puis ce serait embêtant, tu vois, parce que vu qu'on vient de passer la journée ensemble. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est un anniversaire parce que il y a presque 2 ans, jour pour jour, j'aurais pas été en capacité de t'accueillir nulle part parce que figure-toi que je ne pouvais presque plus marcher. Et ce que tu viens de qualifier de burn-out, moi j'appellerais ça une nuit noire de l'âme, du genre de celle qu'on traverse peut-être une seule fois dans sa vie, où le mental, qui d'habitude peut prendre le contrôle, perd tout à coup toutes ses facultés pour laisser place au corps. Parce que le jour où tu peux plus marcher, c'est le corps qui peut plus. Mais alors pour le coup, ça rejaillit sur le mental aussi, forcément, si le corps Complètement. n'avance plus. Si le corps n'avance plus, je te dirais que la première étape... Surtout quand on est une battante comme toi. C'est peut-être bien pour ça que ça m'est arrivé. Ah oui. C'est que, tu sais ce qu'on dit, les grandes batailles aux grands guerriers. Donc finalement, peut-être que quand tu as ce tempérament de foncer, de mener 12 choses de front, que ce soit le boulot, tes projets personnels, ta vie de famille, à un moment donné, il faut se recentrer sur peut-être ton essentiel, et je crois que c'est d'actualité avec tout ce qu'on vit particulièrement ces dernières années.
Et dans mon cas, c'est le corps qui a vraiment pris le pouvoir, avec peut-être un travail justement à faire, de se dire à un moment donné il faut lâcher prise, et le mental peut-être peut être au service du corps et pas toujours dans l'autre sens. En tout cas, ça m'a fait réfléchir à ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de paradoxe entre il faut et ensuite lâcher prise. Comme si, bon, il y a une déclaration d'intention et en même temps, le lâcher prise, ça, justement, par définition, ça ne se dicte pas. Peut-être que ça s'entraîne, tu vas nous dire ce que tu en penses. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une dichotomie. On est toujours dans des injonctions paradoxales, hein. Je crois que de toute façon, ça c'est l'histoire de chacun dans sa vie. Mais au départ, je dirais qu'il y a besoin d'avoir une acceptation que ton mode habituel de fonctionnement, tes repères, disparaissent. Tu vois, moi j'ai eu l'image du champ en ruine à un moment donné, assise au milieu, à me dire mince, tout ce que je connaissais ne fonctionne plus. Je ne peux plus dire à mon mental fais ci, fais ça, comme tu dis, le il faut. Fais ci, fais ça, maintenant ça marche pas, puisque de toute façon le corps dit tu peux bien dire ce que tu veux, moi j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai plus envie. Et puis maintenant, laisse faire. Mais laisse faire, en fait c'est être. Donc le lâcher prise est plutôt sur ce côté de laisser grandir l'être par rapport justement au faire. Quand tu dis il faut, c'est le faire. Alors on va revenir sur cette notion-là. D'abord, à quoi ressemble Isabelle qui va pas bien physiquement? Ouais. À quoi ressemblent tes journées pendant plusieurs mois, hein? Alors tu sais que je l'ai jamais raconté à personne ça. Hein. Et là tu vas le raconter au monde entier. Et là je vais le raconter. Parce que tu m'as épuisé toute la journée, j'ai plus de défense. Je suis totalement vulnérable. Ouais, voilà. Si vous voulez faire cracher le morceau à quelqu'un, vous lui faites faire une journée de radio. Une journée de radio. Voilà. Et ben écoute, il y a eu plusieurs étapes. Mais une étape qui m'a juste profondément marquée, c'est que sur une journée de 24 heures, j'ai eu des jours où j'avais 23h45 allongée. Donc c'est assez puissant de dire ça, surtout quand c'est pas juste une journée, et surtout quand tout va bien. C'est-à-dire que j'ai pas la main dans le plâtre, j'ai pas la jambe paralysée, j'ai pas une analyse de sang qui me dit que j'ai un problème, j'ai pas le mental qui lâche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de... Il y a toujours l'envie de faire des choses. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait tu es bien, mais tu ne peux pas. Pendant tous ces mois, le mental n'a jamais lâché, s'est jamais laissé aller à la mélancolie? Non. Le mental, les émotions, enfin, pour le coup... Alors, les émotions, tu les traverses tout le temps, plein, très fortes. Par contre, oui, l'envie est toujours là. Je dirais qu'il y a une résistance à ne pas comprendre ce qui arrive, parce qu'effectivement, le mental veut trouver une réponse, il veut trouver une raison pragmatique, concrète, donc tu cherches. Et au bout d'un moment, toutes les émotions déferlent de colère, par exemple, de se dire mais c'est pas possible, comment se fait-il que je n'y arrive pas, puisqu'il n'y a aucune raison valable à ce que je me retrouve dans cet état. De colère, y compris à l'égard peut-être des médecins qui ne sont pas en mesure de te donner une réponse précise. Non, même pas, parce qu'en fait, en tout cas dans mon histoire, j'ai pas recherché d'accompagnement médical particulier, puisque le constat de tout le monde était clair, bah oui, faut se reposer. Moi, il y a une chose qui m'a marquée, que j'ai retenue particulièrement, dans ce sentiment d'impuissance, c'était justement face à un médecin qui de toute façon va te délivrer un arrêt de travail. C'est pour ça surtout que je vais le voir, hein, parce que sinon j'en ai pas particulièrement besoin. C'est de lui poser la question, mais combien de temps ça va durer? Et la réponse, c'est le temps qu'il faudra. Et c'est ça en fait qui est difficile, parce que
Quand tu parles de lâcher prise, je pense que la première clé, c'est celle-ci. C'est à un moment donné accepter que en fait, tu n'auras pas la réponse. Et donc, tu ne peux pas contrôler le temps que ça va prendre. Tu rentres dans une ère totalement inconnue. Et du coup, tu essayes de rentrer avec le sourire. Tu vois, il y a vraiment une étape de se dire, moi, je me suis dit à un moment donné, de toute façon, tu es allongé, tu peux pas te lever. Et ben, qu'est-ce que c'est que cette expérience? Et je vais la vivre, cette expérience. Et en fait, tu la vis seule, parce que c'est incompréhensible de parler de ça à quelqu'un. Si j'avais appelé quelqu'un pour lui dire ce que je t'ai dit là, c'est-à-dire 23h45 allongé, on m'aurait dit, par peur, va voir un médecin, fais-toi hospitaliser, mais est-ce que tu as fait telle analyse? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? C'est pas possible, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. Chacun aurait voulu jouer à Doctissimo. Exactement. Et en réalité, moi, j'avais la certitude qu'il n'y avait rien et qu'il fallait justement simplement vivre l'expérience. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, et bien alors là, j'ai découvert des trucs absolument ahurissants que je ne savais pas sur moi-même, qui ont été assez bouleversants de bon sens, de presque d'évidence. C'est même pas presque d'ailleurs, c'est d'évidence. Juste parce que j'avais accepté, donc quelque part, je m'autorise à être, mais c'est pas que je ne fais rien puisque je suis consciente que je décide de dire à mon mental, écoute, va faire une sieste, il se passe autre chose, c'est safe, puisque mon corps me faisait ressentir que même si c'était perturbant, bouleversant, désarçonnant, etc., j'étais en sécurité. Être, c'est quoi? Parce que faire, tu connais ça par cœur. Ouais. Avant de finir ma question, on va où? Parce que Je c'est sais quand pas. même, ça s'appelle les randonneurs. Donc ouais, t'as vu, mais le portail est fermé. Ah, tu me portes la poisse. En fait. Vu que t'as pas les godasses, je peux pas te faire escalader. J'ai un peu peur pour toi. Surtout que T'es sur un domaine privé. Hein. Je filme, alors je peux faire une coupure. Le portail est fermé, donc on peut pas passer. On est coincé. Hein. Et bah tu vois, on accepte. Eh ben on accepte. Allez, on retourne dans l'autre sens. Voilà. De toute façon, tu vois, le soleil il est là-bas. Hein. C'est vrai. Alors, pour quelqu'un qui est beaucoup dans le faire, être, c'est quoi? C'est déjà abandonner la notion d'objectif? Complètement. En fait, c'est exactement ça. Tu n'as plus d'objectif, tu es dans l'instant. Et moi, en l'occurrence, j'ai été coupée de beaucoup de mes fonctions cognitives. Je te donne des exemples. Impossible d'écrire, trop d'énergie. Impossible de regarder la télé. Parce qu'au début, tu te dis, bon, bah, je me repose, alors tant qu'à faire, voilà, je vais regarder un truc, je vais prendre un bouquin. Impossible de lire. Impossible. Appeler quelqu'un au téléphone, impossible. Trop d'énergie de l'écouter. Donc en fait, tu ne te recentres que sur toi. Donc à partir de là, eh ben, tu es dans le ressenti. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que, là je suis allongée, je n'ai pas beaucoup d'énergie, mais est-ce que je ressens quelque chose dans mes muscles? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Tiens, j'ai faim, mais j'ai faim de quoi? Des fruits. Ah bah j'ai pas de fruits, bon bah je peux pas aller en acheter, je vais trouver le moyen pour que quelqu'un m'en ramène. L'instant de connexion, en réalité, que tu ne prends pas dans ta vie habituelle parce que tu crées des réflexes, des fonctionnements en réalité, de t'arrêter pour manger, pour déjeuner, pour dîner parce que c'est dans les
dans la normalité, tout simplement, parce que tu as établi peut-être que dans tes courses, de ce que tu as dans ton frigo, bah, finalement c'est ça que tu vas faire ce soir. Mais est-ce que tu as envie de manger ça? Est-ce que ton corps a besoin de manger ça? Et en fait, ça m'a obligée, au début c'était très perturbant hein, de me dire, bah oui, mais tu en as envie, et est-ce que ton corps te dit que tu en as besoin? Si tu n'en as pas besoin, bah, tu le fais pas. Donc du coup, j'ai complètement modifié mon alimentation en écoutant juste ça. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes frais, du miel. À un moment donné, que du miel. Je ne pouvais pas manger autre chose. C'est ahurissant de dire ça. Même aujourd'hui, je ne sais même plus si je pourrais le faire. Ça veut dire que tu ne gardais pas les autres aliments? Non. En fait, j'en avais pas besoin. Donc j'ai eu une phase où j'ai perdu beaucoup de poids, mais je l'ai vécu comme un espèce de jeûne subi, forcé, dans un premier temps, parce que mon mental reprenait le dessus, on me disait c'est pas possible, tu perds du poids, c'est pas normal, etc. Hein, chaque fois ça revient en boucle. Et puis en fait tu comprends que non, ce jeûne te fait une sorte peut-être, je sais pas, d'épuration naturelle. Et puis bah, ça remonte, mais ça remonte avec les aliments dont tu as besoin. Aujourd'hui, je mange si j'ai faim. Sinon je mange pas. Quand je mange, j'achète ce qui me fait envie, mais ça veut dire que ça demande ce nouveau réflexe que j'ai développé de me poser avant et de me dire mais stop, écoute-toi. Ce qui après n'ajoute aucune interdiction, c'est-à-dire que je peux manger de tout, mais j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui. Pour avoir vécu des choses un peu analogues, j'ai souvent dit aux personnes qui me posaient la question que le repos ne suffisait pas à reposer et que l'activité énergisait, parce que on ne se nourrit pas que d'aliments pour gagner en énergie, on se nourrit aussi de mouvements, d'activités corporelles. Donc 23h45 passées au lit, c'est des coups en plus à perdre en masse musculaire, à perdre, à même aggraver des petits bobos au niveau des vertèbres. Alors heureusement, j'avais pas de bobos au départ, donc j'avais un capital sain, j'ai envie de dire. Par contre, oui, c'est juste, c'est-à-dire que j'ai perdu notamment absolument toute la masse musculaire. J'ai été obligée de me faire accompagner quand j'ai senti que ça redémarrait. Donc j'ai attendu ce moment-là tout simplement. Et quand c'est redémarré, je me suis fait accompagner d'un kiné tout simplement pour retrouver ça. Mais c'était extrêmement invalidant, handicapant, difficile pour moi qui suis au départ hyper sportive, de me dire mais tu peux plus rien ne tenait. Et aujourd'hui, tu vois, après 2 ans, et j'accepte ça, mais en effet, je n'ai pas pu reskier depuis, par exemple. Et j'ai repris tu vois, la course à pied pour faire très exactement 2 km 780. Donc pour moi, c'est rien, le week-end dernier. Mais c'est pas grave parce qu'à côté de ça, bah, je me sens bien, quoi. À quel moment tu as l'impression de passer un cap? Ça dure combien de temps au total, cette période alitée, si je puis dire? Et à quel moment tu as l'impression de passer un cap? Alors, la période alitée, c'est 4 mois. Alors, c'est pas 4 mois 23h45, hein. Ça a été on va dire l'extrême, mais qui pour moi est évidemment quelque part un électrochoc aussi dans le vécu. Mais après ces 4 mois, bon, il y a eu toutes les phases d'accepter d'accepter le temps qu'il faudra, d'accepter, comme je te disais tout à l'heure, l'expérience, c'est-à-dire ok, ben on verra bien ce qui va se passer demain, en fait je m'en fous, qu'est-ce qui se passe tout de suite maintenant. Et ensuite, il y a eu une phase vraiment difficile. Bon, tu connais la courbe du changement, mais en fait, dans ce que j'ai vécu, c'est beaucoup plus profond que juste se dire qu'on a les étapes habituelles de déni, de colère, de tristesse, etc. Parce que ce serait facile de faire un parallèle. Mais il y a vraiment une phase
je suis en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, j'agis pour aller au bout du truc, vraiment. Donc de faire les tests jusqu'au bout, par exemple sur l'alimentation, sur le fait effectivement de remuscler, sur le fait de se poser toutes les questions qui entourent ma vie au-delà de ça, c'est-à-dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie. Quand tu as commencé à le faire dans ton lit, en fait, tu as que ça à faire, tu fais toute ta vie. Et le moment charnière où j'ai senti qu'en fait je pouvais reconstruire et créer ce que je voulais totalement, c'est juste le moment où je me suis rendu compte que mes enfants, qui étaient en fait les seuls qui étaient témoins de ça, ne voyaient pas ce que je vivais, du tout. C'est un truc incroyable, je les ai interrogés, moi j'étais hyper mal de me dire, en tant que maman, je ne peux pas m'occuper d'eux correctement, je ne peux déjà pas m'occuper de moi. Et en fait, eux m'ont dit, c'est juste incroyable, ils m'ont dit, mais maman, en fait, on a juste confiance en toi, tout va bien. Et ce déclic-là m'a fait prendre conscience qu'en réalité, ce que je vivais n'était pas forcément perceptible de l'extérieur. Que quand je leur disais que je pouvais pas lire, etc., en fait, à part moi, personne ne s'en rendait compte. Donc c'est absolument incroyable, ce miroir totalement décalé par rapport à ma réalité. Et donc à partir de là, je me suis dit, mais en fait, chacun sa réalité, chacun le choix de ses propres illusions presque. Si eux me disent que tout va bien, j'ai juste à me faire confiance, en fait. Et c'est là où ensuite tu peux raccrocher tous les morceaux parce que tu te rends compte que le mental évidemment n'est pas du tout un ennemi dans tout ça. Il faut juste comprendre qu'il joue son rôle de protecteur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je t'alerte, c'est pas habituel, je veux moi trouver une solution, je veux te trouver une réponse. Quand tu lui as dit finalement, moi je l'ai personnifié mon mental, hein. Je lui disais bon allez, maintenant c'est bon, je t'ai assez entendu. Tu lui as donné un prénom toi aussi? Je lui ai pas donné de prénom, mais non, bon, j'avais mon petit truc de lui dire ouais va faire une sieste, c'est bon quoi, repose-toi, tu me fatigues. Mais on n'est pas dans le lâcher prise quand on dit à son mental de se... Tu crois? Poser. C'est une question, c'est une hypothèse. Le lâcher prise finalement c'est quoi? C'est accepter ce qui est autre, ce qui m'échappe consciemment? Ouais, mais moi je fais quand même une distinction parce que souvent quand je discute du lâcher prise avec les gens autour de moi, j'ai l'extrême de je lâche prise, je ne fais rien. Je lâche prise, je te disais, je suis. Et quand je suis, c'est pas que je ne fais rien. C'est que par contre, effectivement, j'ai conscience qu'il y a des choses que je ne contrôle pas. Donc tu passes forcément par cette étape d'échouer, à lâcher prise parce que tu veux contrôler, et d'échouer à contrôler aussi. En fait, tu vois, il y a les deux côtés. Et à partir du moment où tu te rends compte qu'en fait, ce sont les deux pièces d'une même face, et qu'en fait, il n'est pas là le débat. Le débat, il est juste à l'intérieur. On veut trouver à l'extérieur en fait ce qu'on a à l'intérieur. Et quand tu es en capacité de te dire mais merde, je suis allongée toute la journée, c'est un truc improbable, personne n'y connaît rien. D'ailleurs, tu parlais des médecins tout à l'heure, moi j'ai pas de débat médecin, pas médecin, mais je suis tombée sur des personnes extrêmement intelligentes et avec beaucoup d'empathie, notamment dans les médecins que j'ai pu côtoyer, qui m'ont tous dit bah, j'ai eu, tu sais, le vieux sage, t'imagines le médecin avec sa blouse, j'ai eu dans ma carrière un jour quelqu'un comme toi, parce que bizarrement le médecin face à ma situation m'a toujours tutoyé, hyper intéressant, donc spécialiste, j'ai eu dans ma carrière quelqu'un comme toi, je sais pas expliquer ce qui t'arrive, je l'ai par contre déjà constaté. Je peux juste te dire qu'il n'y a que toi qui vas trouver. Et quand tu entends dire ça d'un super spécialiste, et pas qu'un, là tu te dis, ok, on est dans une autre ère en réalité. On n'est plus dans un débat de médecine, etc., de science, d'explication. On est juste dans l'humilité
qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'il est important de les comprendre? Je suis pas sûre. Par contre, il faut les vivre. Alors je te dirais que je souhaite pas forcément à tout le monde de passer parce que j'ai enduré. Par ce cap un peu extrême. Ouais, parce que c'est carrément extrême. Et au début, je vais pas te mentir, c'était quand même carrément douloureux parce que tu combats ça. Et au moment où tu combats plus, bah, tu endures quand même ce que tu traverses au début. Et par contre, c'est après que ça devient magique. Parce que là, tu te rends compte que oui, bah, tu as des super pouvoirs. Que en plus, tu peux décider d'aller voir ou de ne pas aller voir. Ça, c'est assez fabuleux. D'aller voir quoi? Bah, d'aller voir ce que tu es. D'aller voir ce que tu es, d'aller voir... Pour quelqu'un qui a été beaucoup dans l'action, donc dans le faire, donc dans la représentation, qu'est-ce que ça te permet d'identifier de différent désormais? En fait, j'ai toujours été ultra déjà empathique, ultra sensible. Quand je dis dans la représentation, je parle d'action, hein, forcément. Parce mais tu mets le costume. Moi, je mettais on met le costume, c'est ça que je veux dire. Et dans mon boulot, et dans mes projets, etc. Là, j'utilise aujourd'hui beaucoup plus en ayant peut-être un poids par rapport au regard des autres aussi qui a complètement changé. Mais j'utilise encore plus mon talent inné, c'est-à-dire une hypersensibilité que j'ai, où aujourd'hui, je me connais encore mieux parce que je connais mes réactions, mon corps réagit à tout, absolument tout. Quand il me dit non, je le sais, quand il me dit oui, je le sais, j'en ai repéré les signes, et je me rends compte, là notamment, particulièrement professionnellement parlant, que auprès des personnes avec lesquelles je travaille, j'ai repéré chez eux leur réaction corporelle, parce qu'aujourd'hui je suis évidemment hyper sensible à ça puisque je l'ai vécu et donc je le repère chez les autres. Et des personnes avec qui je travaille régulièrement aujourd'hui, j'arrive à repérer sans qu'ils parlent, sans rien, alors que j'étais déjà empathique au départ, mais là je le sais tout de suite, je le sens plus que le savoir, je le sens. Et ça donne là encore une perception dans les relations qui n'a juste rien à voir, parce que pour manager, des fois quand je sens quelque chose, je change tout de suite mon sujet, je change tout de suite le ton, je change le moment, et donc on est dans une relation vivante, en fait beaucoup plus réelle, et du coup en effet les costumes, je te dis pas qu'il n'y en a plus du tout parce que je ne suis peut-être pas encore à ce niveau-là. Oui, puis en même temps, c'est pas grave d'avoir un costume. L'essentiel, c'est de porter le bon costume avec la bonne épaisseur. Et puis, je le choisis. C'est conscient. Si j'en prends un aujourd'hui, parce que tu peux être en représentation pour une fonction, parce qu'il y a des jours, tu n'as pas envie de montrer. Donc, je peux être caméléon en étant moins authentique, mais c'est un choix. Parfois, on a besoin aussi de se protéger de certaines choses. On n'a pas envie. Moi, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà. Et par contre, comme c'est conscient, je trouve que ça développe, là encore dans l'humilité aussi, presque une autodérision. C'est-à-dire que ça m'arrive parfois de rentrer et de me dire « voilà, c'était pas vraiment toi, mais allez, c'est drôle aussi. » Au moins, tu en as conscience. Ouais c'est ça. Et puis il y a moins de mensonges à soi-même, en fait, maintenant. C'est ça et puis c'est drôle aussi des fois de faire autre chose autrement, de mettre la casquette de quelqu'un d'autre, ou aujourd'hui de me rappeler parfois comment je pouvais être avant, et que ça me demandait de l'énergie, notamment de porter un costume qui pouvait être lourd. Aujourd'hui, si je le porte, il est léger parce que justement je l'ai décidé. Donc c'est là où ça devient sympa. Et où du coup tu dis allez, de temps en temps c'est quand même fun quoi. Dernière question. Allez, vas-y. Tu me fais peur hein, quand tu regardes le film. C'est vrai, quand tu regardes le film, en quoi c'était le bon moment ce qui t'est arrivé? Moi je me suis toujours dit que c'était le bon moment, donc déjà je me suis jamais questionnée là-dessus. En quoi c'était le bon moment? Je sais pas te répondre. Il n'y a pas d'urgence. Ouais. Prends le temps. Ouais. Puis peut-être que
Cette question, elle servira aux internautes? Ouais, si, je peux peut-être te dire un truc. Moi, tu vois, on est dans la nature. La nature, c'est des saisons, c'est des cycles. Le bon moment, pour moi, sonne toujours la fin d'un cycle. C'est pas un hasard si j'ai déménagé. Donc, je pense qu'il y avait un besoin sous-jacent de se dire tes rêves de petite fille, ce que tu as toujours eu au fond de toi, faut y aller, quoi. Et quand ça monte, soit à un moment donné tu le mets en œuvre presque naturellement parce que tu accouches de quelque chose au bon moment, soit il faut un élément déclencheur, et souvent il faut qu'il soit douloureux pour te faire réagir. Pas toujours. Si c'est pas fluide, c'est que tu te prends un mur. Moi je me dis que c'est rarement entre les deux, parce que entre les deux, t'as toujours cette petite voix qui te dit ouais mais tu le savais, tu sais bien que là tu ressentais qu'il fallait pas y aller, etc. Donc c'est pas une surprise. Et moi, si j'y vais avec mon côté combatif, faut que ça fasse mal pour que je m'arrête, quoi. Donc je sais que par contre, si je m'écoute, alors là, la magie opère. On va rester sur une affaire de magie. Ouais. Merci Isabelle. Merci.